Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Chaos Global avec Édouard Husson. Vous le savez, Chaos Global, c'est l'hebdomadaire YouTubé du Courrier des Stratèges où vous retrouvez l'actualité importante de la semaine et particulièrement l'actualité du nouvel ordre mondial, on peut dire ça comme ça, de l'ordre nouveau mondial. Et comme nous sommes le 7 octobre, nous allons évidemment vous parler du 7 octobre 2023, journée fatidique où le Hamas a massivement attaqué Israël, tuant, paraît-il, 1200 personnes, 1200 civils ce jour-là, prenant plusieurs centaines d'otages, en tout cas beaucoup de dizaines d'otages. On dit qu'il en reste encore 1200 civils et militaires. C'est à peu près moitié-moitié ce jour-là. Et le Hezbollah, le Hamas décidément, détiendrait encore une centaine d'otages. Oui, on n'arrive pas à savoir combien vivent encore à cause des bombardements israéliens qui en ont tué certains dans les derniers mois, dernières semaines. Alors nous allons essayer ensemble de répondre à la question que nous avons commencé à poser hier. Devrons-nous vraiment mourir pour Tel Aviv et pour le projet d'ordre nouveau au Proche-Orient développé par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien? Je voulais, en introduction, avant qu'on aborde cette question, devrons-nous mourir pour Tel Aviv, qui est à la fois une question militaire et une question morale. On va essayer d'y répondre et échanger sur ce sujet. Je voulais quand même signaler deux textes que je vous recommande. Je n'ai pas relu récemment, et je ne l'ai pas retrouvé dans la bibliothèque, c'est pour ça, cet excellent livre, ce livre fondamental qui s'appelle « Les croisades vues par les Arabes » d'Amin Mahalouf, qui est maintenant secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et Les croisades vues par les Arabes, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, ça va changer votre point de vue sur les croisades, ça va changer votre point de vue sur la Palestine, sur le Proche-Orient, sur le Liban. C'est assez impressionnant de voir que ce livre, qui au fond est pro-palestinien, a été écrit, mutatis mutandis, a été écrit par quelqu'un qui est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ça montre quand même la complexité de ce sujet et au fond la profondeur stratégique de la vision de la France sur ce sujet. C'est-à-dire que nous ne sommes pas unilatéralement dominés, si j'ose dire, par la vassalisation des États-Unis. Oui, d'ailleurs, on remarque que dès qu'il s'agit du Liban, quand bien même depuis 1975, nous avons largement abandonné le Liban à son sort, ou bien nous avons été suivistes, malgré tout, il y a encore un petit espoir que la France puisse y jouer un rôle. C'est pas totalement disparu. Je voulais signaler par ailleurs un article de Louis Sossalter, de mémoire c'est lui, du Figaro, ce matin, sur les coulisses des positions françaises sur l'affaire israélienne. J'ai été mis... Alors, cet article est assez bien fait, mais il m'a mis très mal à l'aise, parce qu'il épingle, au fond, le conseiller d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique, en l'accusant d'être trop peu pro-israélien. C'est-à-dire que quand on lit l'article, qui est effectivement très informé, on comprend qu'au Quai d'Orsay, malgré les vagues de peinture néoconservatrice depuis la fin des années 2000, il reste un noyau de diplomates qui veulent garder ce qu'on a appelé pendant longtemps la politique arabe de la France, et donc un équilibre entre la solidarité ancienne avec Israël et cette politique arabe. En tout cas, c'est ce qu'on comprend en lisant l'article, mais qui effectivement nous explique que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on trouve que Emmanuel Bonne a trop d'importance et on vitupère ce qu'on appelle les diplos ou la cellule diplo. Alors moi, je suis mis mal à l'aise par ce genre d'article qui en fait vise une personne tout en faisant semblant d'en parler techniquement. D'autant que l'article reste absolument silencieux sur le rôle d'Alexis Kohler et sur sa proximité avec des intérêts non palestiniens, si j'ose dire. Et moi, j'ai été mis mal à l'aise par cette façon, au fond, de ficher les gens et de les désigner comme ça, de façon torve, en apparence objective, à une forme de vindicte publique. C'est-à-dire que ça me rappelle vraiment les méthodes de Rudi Reichstadt et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui finance, rappelons-le, l'observatoire du Conspiracy Watch,
C'est vraiment, on fait des fiches sur les gens, on les publie, c'est du shaming qui dit pas son nom. Vraiment, ça m'a sidéré. Alors, il y a un point il y a une phrase qui revient, je crois, qui est à 2 reprises dans l'article. C'est dans toutes les organisations, il y a des pro-Israël et des pro-Palestine, et l'Élysée n'échappe pas à cette logique. J'ai trouvé ça assez extraordinaire comme formulation, comme si c'était un aveu qu'on avait arraché à je ne sais qui, à l'Élysée, c'est-à-dire que le travail d'alignement sur la position américano-israélienne, on va dire, donc n'a pas été achevé. Et j'ai trouvé la formule extrêmement révélatrice. Oui, alors vraiment, je trouve cet article curieux. On reparlera tout à l'heure, si tu veux bien, Édouard, de la propagande, de l'effort de propagande qui est fait par les Israéliens pour orienter l'opinion, sachant que alors la presse, depuis que la presse a sorti notamment un sondage expliquant que 40% des Français ne veulent pas prendre position, on voit bien qu'il y a des nuances qui ont été apportées à la façon de présenter l'information pour ne pas se couper complètement de l'opinion du pays. Hein, et on voit bien qu'il y a une presse parisienne qui est extrêmement tenue par qui fait des publi-reportages pro-israéliens, massivement. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation militaire, puisque tout le monde est au fond dans l'attente de la riposte israélienne aux frappes iraniennes, dont nous avons discuté la semaine dernière avec Thierry Messant. À l'époque, à ce moment-là, mercredi dernier, lorsque nous avons fait l'émission, nous ne savions pas quelle était la portée exacte de cette frappe iranienne. On pourrait peut-être en redire quelques mots. Tout le monde attend la riposte israélienne. Et est-ce qu'elle va venir? Est-ce que Israël envahit ou non le Sud-Liban? Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation militaire, Édouard? Oui, alors effectivement, on attendait pour la nuit dernière des frappes israéliennes sur l'Iran. Il y avait aussi un côté symbolique, anniversaire du 7 octobre, sauf que ces frappes ne sont pas venues, et même il semble qu'il y avait eu une urgence décrétée sur l'espace aérien par iranien. Iranien par Téhéran, et que vers 23h, c'est ça, oui. elle a été levée. En fait, le trafic aérien intérieur en Iran a été suspendu à partir de 18h, et jusqu'à théoriquement 6h du matin le lendemain. Et finalement, il a repris à 23h. Alors, on pouvait s'étonner de ce que les Israéliens n'aient pas riposté tout de suite après le 1er octobre. En tout cas, ça m'avait frappé. Là, on a vu 2 nouvelles successives et qui semblent un peu contradictoires. Samedi, un haut gradé américain s'est rendu en Israël pour parler avec ses collègues de l'état-major israélien. Et donc, on se disait, c'est imminent. Sauf qu'on apprend hier soir que le ministre de la Défense israélien va se rendre aux États-Unis cette semaine pour rencontrer Lloyd Austin, son homologue américain. Et ça veut dire que tant que la rencontre n'aura pas eu lieu, il n'y aura pas de frappe, vraisemblablement, sauf que ça nous repousserait à mercredi ou jeudi. Voilà où on en est sur ce sujet des frappes iraniennes. Mercredi ou jeudi de cette semaine ou de la semaine prochaine? Alors moi j'ai compris de cette semaine, mais peut-être que j'ai lu trop vite l'information. Hein. En tout cas, par ailleurs, on a eu des images satellites. On en a parlé dans le Courrier des stratèges, qui montrent qu'il y a eu des impacts nombreux des frappes iraniennes, en particulier sur la base aérienne de Nevatim, mais pas seulement. On a montré un cratère à quelques centaines de mètres du siège du Mossad. Alors est-ce que c'est un tir raté ou est-ce que c'est un tir de semonce? Les experts sont divisés sur le sujet. Et il semble qu'il y ait une plateforme de gaz aussi qui a été touchée au large des côtes d'Israël. Donc, pour reprendre le débat que nous avions avec Thierry Messant, les frappes iraniennes n'ont pas été seulement du théâtre, d'après ce qu'on comprend. Il y a une autre rumeur qui circule, puisque je crois que c'était hier, ou avant-hier, mais plutôt hier, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 5 à peu près, je crois, en Iran, dans un désert qui pourrait se prêter à un essai nucléaire souterrain. Est-ce que, et donc certains disent, et là-dessus, moi, comme d'habitude, je pense qu'il est trop tôt pour savoir, mais
on dit que le séisme a été enregistré en Israël, donc ça veut dire qu'il y a eu une propagation souterraine. Est-ce qu'il est plausible, selon toi, que l'Iran se soit doté d'une arme nucléaire à l'approche de frappes israéliennes et que l'Iran fasse planer la menace d'une riposte nucléaire contre Israël? Alors, premier point, effectivement, c'est une nouvelle qui a circulé sur un certain nombre de médias et de réseaux sociaux. Elle est à prendre avec précaution, comme tu l'indiquais. Deuxièmement, effectivement, le degré du séisme correspond à ce qu'on connaît sur les essais nucléaires d'habitude. Troisièmement, est-ce que c'est le moment pour l'Iran de faire semblant, d'envoyer un signal ? Ou bien est-ce que c'est carrément un signal en disant aux Américains on est prêt, on est prêt, et surtout vous nous avez menés en bateau pendant plusieurs semaines en nous faisant miroiter un nouvel accord sur le nucléaire, mais ensuite vous avez tué Nasrallah, et donc voilà, on est prêt. Il y a une discussion, j'en ai parlé hier avec un bon connaisseur des questions de l'évolution des armements, en particulier nucléaires, mais aussi de l'arme hypersonique, qui me disait, sur le papier, les Iraniens n'ont pas besoin de ça. S'ils ont l'arme hypersonique, elle est déjà très destructrice, mais il peut être utile d'envoyer un signal aux Israéliens, aux Américains, en disant n'essayez même pas. Alors, on ajoute que, peut-être ne l'as-tu pas vu, que Donald Trump a appelé Israël à frapper les installations nucléaires iraniennes. Oui, dans le cadre de la campagne, électorale, où on voit bien que Kamala Harris flotte sur le sujet. Effectivement du Proche-Orient, elle est très mal à l'aise parce que le Parti démocrate est profondément divisé, l'électorat démocrate est profondément divisé sur le sujet. Une partie qui soutient fortement les Palestiniens, et l'autre qui est très tenue par le lobby. Il y a les deux extrêmes. Il y a les deux extrêmes. Alors que le Parti républicain est plus homogène, il a en particulier derrière lui ceux qu'on appelle les chrétiens sionistes, qu'on peut appeler de manière plus précise les évangélistes sionistes, c'est-à-dire qui sont convaincus que l'État d'Israël a une place dans le plan divin et que si Israël est fort ou s'il y a une guerre, le retour du Christ se rapproche. Et donc, Donald Trump, lui, est sur une ligne beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, et on sait que l'Iran a toujours été sa bête noire, d'autant plus que est-ce qu'il y avait manipulation du Mossad, du FBI ou d'autres, on a dit qu'il y avait eu un projet d'attentat iranien contre sa personne et que lui-même a semblé mordre à l'hameçon ces dernières semaines. Donc, ce qu'on retient à ce stade, c'est d'abord que, alors je vais quand même refaire ma petite provocation habituelle, face à tous ceux qui nous expliquent que tout est écrit dans l'histoire, qu'il y a un grand plan avec très peu de gens qui décident et puis tout le monde qui obéit, le petit doigt sur la couture du pantalon, que le Deep State complote, BlackRock, tout ça, c'est de kiff bourricot. En réalité, l'histoire, elle se fait, et l'affaire israélienne et les discussions sur l'Iran le prouvent, elle se fait dans des rapports de force, des antagonismes, y compris à l'Élysée où il y a des pro-arabes, des pro-israéliens, beaucoup de pro-israéliens quand même, et on voit qu'il n'y a pas un plan comme ça écrit par avance, il y a toujours des incertitudes, et même si des gens ont des plans, c'est pas pour ça qu'ils se réalisent. Mais dans l'affaire, ce qu'on note, c'est que on est au fond dans la phase diplomatique parce que, manifestement, les États-Unis considèrent que Netanyahou sous-estime le danger iranien. Alors, oui, et effectivement, il y a deux éléments en plus à mentionner. Sur le plan militaire, le fait que c'est visiblement difficile pour l'armée israélienne face au Hezbollah, donc on a un début de réponse à la question que tu posais la semaine dernière. On va en reparler, c'est-à-dire sur les faits de la mort de Nasrallah. Bon, ça c'est un premier point, mais apparemment c'est compliqué. En tout cas, il y a des combats acharnés, premièrement. Deuxièmement, il semble que le torchon brûle entre Netanyahou et Vladimir Poutine, parce qu'il y a eu un certain nombre de frappes en Syrie
et qui sont passés pas loin d'intérêts russes. On sait qu'il y a des intérêts russes, qu'il y a des militaires. On a même parlé de la frappe à proximité d'un entrepôt de l'armée russe sur la côte syrienne. Et visiblement, Poutine apprécie modérément. En tout cas, il se dit, en recoupant plusieurs informations, que il n'a pas pris au téléphone Netanyahou, qui cherchait à le joindre aux alentours des frappes iraniennes. Alors ça veut dire que si la Russie entre dans le jeu plus activement, et si en plus Israël prend le risque d'un antagonisme, même limité, même d'un bras de fer avec Poutine, ça complique encore le jeu diplomatique dont on parle. Le diplomate indien Badra Kumar, que je cite assez souvent, a écrit un article il y a 3 jours pour souligner que les Américains étaient un peu perplexes face à Netanyahou et que Biden avait même envoyé un message lors d'une conférence de presse en disant « Si Poutine vient au prochain G20, je suis prêt à parler avec lui ». Alors, ça vaut ce que ça vaut, en tout cas Biden l'a dit. Biden est en fin de mandat et en plus les Russes savent depuis longtemps qu'il n'est pas en très bon état de santé, donc ça n'aura sans doute aucune suite, mais c'est révélateur, parce qu'entre les néoconservateurs qui sont à fond derrière Netanyahou, derrière l'idée d'une révolution de couleur au Liban, il y a cette idée-là, mais aussi Netanyahou essaye de vendre l'idée d'un renversement du régime iranien à l'occasion d'un conflit. Donc ça, c'est un extrême aux États-Unis. Puis il y a le Pentagone qui vraisemblablement refroidit les ardeurs de l'armée israélienne en disant préparez bien votre coup parce que ça pourrait être plus compliqué que ce que vous dites. On voit bien que le pouvoir américain est tiraillé. On va parler des opérations militaires au sol, mais avant, je voulais vous dire donc l'émission que nous avons faite mercredi dernier avec Thierry Messant est publiée sous forme de podcast. On rappelle qu'on a décidé délibérément de faire une version dégradée en vidéo et de favoriser le podcast pour les émissions à 3, les trilatérales si j'ose dire. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne du Courrier des Stratèges, ça s'appelle la chaîne La Fin d'un Monde, et notamment c'est écoutable sur Spotify, mais pas que. Je mets le lien de ce podcast, le Smart Player comme on dit, dans l'article du Courrier des Stratèges qui est attenant à cette vidéo. Donc si vous souhaitez approfondir la question, rendez-vous sur l'article du Courrier des Stratèges, vous aurez le Smart Player, article du Courrier des Stratèges que vous pouvez retrouver sur lecourrierdesstratèges.fr. Si vous n'y êtes pas encore abonné, abonnez-vous-y. Au sol, donc on y revient. Israël donc, avait annoncé une invasion du Sud-Liban. Netanyahou a réexpliqué qu'ils avaient démantelé le Hamas et que c'était fini le Hamas. Et puis, première nouvelle, le Hamas a tiré des roquettes sur la banlieue sud de Tel Aviv ce matin. Oui, ce qui était une façon de rappeler qu'on était le 7 octobre. Alors encore une fois, nous ne prenons pas parti, mais c'est les faits. Je veux dire, c'est le fait qu'il y a des roquettes du Hamas ou d'autres mouvements combattants palestiniens qui ont été lancés sur Tel Aviv. Hier soir, le Hezbollah a tiré sur Haïfa et pour répondre au bombardement de civils libanais, a tiré volontairement, enfin un des tirs s'est fait sur une zone civile, donc ça semble s'envenimer. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que visiblement les combats au sol dans ce qu'on appelle le Sud-Liban sont compliqués pour l'armée israélienne. Il y a des victimes, d'ailleurs il y a des communiqués de l'armée israélienne réguliers pour avouer un nombre de morts, alors qui n'est pas très élevé, mais c'est différent de ce qui se passait à Gaza où on ne parlait en général que des blessés. Donc là, on avoue qu'il y a eu des morts, et quand on lit la presse israélienne... Un peu, si je comprends bien. Alors, moi j'ai eu des chiffres qui allaient jusqu'à plusieurs centaines par telle ou telle source, mais disons plusieurs dizaines certainement. Alors, morts et blessés, les deux, en sachant qu'il y a un rapport de 1 pour 3. Donc là, ça veut dire que c'est compliqué, et le fait qu'il y ait encore des tirs de roquettes ou de missiles sur le nord d'Israël
conduit la presse israélienne à dire mais ce que Netanyahou nous a promis, c'est-à-dire le retour des habitants de ce qu'on appelle les colonies au nord, alors je rappelle c'est compliqué, ce sont des territoires de 1948, mais ce sont des territoires de peuplement juif en terre majoritairement arabe. Et l'idée étant d'inverser le rapport démographique dans ces territoires-là. C'est pour ça qu'on parle de colonies qui ne sont pas exactement comme les colonies en Cisjordanie dont on mentionne souvent le développement. Mais peu importe, ce sont des villages ou des kibbutz ou des juifs israéliens dans le nord d'Israël, et on sait qu'il y a environ 80 000 personnes qui ont dû partir depuis le mois d'octobre de l'année dernière, depuis un an. Donc Netanyahou joue gros puisqu'il a promis qu'il y aurait un retour dans la sécurité. Sauf que pour l'instant, c'est le statu quo, je pense que c'est la façon de résumer les choses, c'est le statu quo dans l'affrontement avec le Hezbollah. Alors, donc, premier renseignement, ça signifie que les déclarations triomphales de « nous avons démantelé le Hamas », un an plus tard, le Hamas est encore en capacité de tirer des roquettes malgré une occupation militaire qui est extrêmement dure, avec, dit-on, je le disais dans la presse anglo-saxonne, 60-70% des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits par les bombardements israéliens. Donc malgré cette occupation extrêmement dure, le Hamas est encore en capacité de frapper le territoire israélien. Alors le Hamas, et rappelons-le toujours, les autres mouvements palestiniens combattants sur place, il y a le Djihad islamique international, il y a le Front populaire de libération de la Palestine, il y en a même 2 branches, il y a un petit bataillon de combattants chrétiens, ce qu'on ne dit jamais, chrétiens palestiniens, etc., etc. Donc effectivement, et on estime à peu près 50 000 hommes les combattants qui avaient commencé la lutte le 7 octobre de l'année dernière, à peu près la moitié ou 60% pour le Hamas et donc 40 à 50% pour les autres. On dit pour le Hamas qu'il y a eu 3 bataillons, l'équivalent de 3 bataillons éliminés, mais ils ont été reconstitués. Et en fait, le nombre d'hommes combattants n'a pas baissé. D'ailleurs, j'insiste toujours parce que je trouve qu'on ne le remarque pas. Dans les statistiques qu'on donne des civils morts à Gaza, on parle beaucoup de femmes, d'enfants, on a toujours moins d'hommes. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont partis combattre avec le Hamas et les autres mouvements. Mais ce qui veut dire que l'armée israélienne n'a pas réussi à démanteler ces mouvements, leur infrastructure militaire. Donc au passage, mais je vais continuer mon raisonnement après, au passage, donc, on parle de 40 000 civils tués, qui est probablement un chiffre sous-estimé, dont 12 000 enfants à peu près. Oui. Oui, oui. Ce qui n'est pas à la gloire de l'Occident de soutenir ça. Et le Lancet a publié il y a 3 ou 4 mois, un peu plus de 3 mois, une estimation élargie du nombre de morts ultimes qu'il y aurait, en disant il y a les morts immédiats, il y a ceux qu'on n'a pas réussi à identifier, et puis il y a ceux qui vont mourir d'affaiblissement, de blessures, de maladies, à cause de la situation humanitaire créée par les bombardements israéliens, ou on pourrait dire américano-israéliens, puisqu'on sait que les bombes sont américaines. Alors l'autre surprise, c'est que malgré une politique de bombardement extravagante, au Liban notamment, mais pas que, puisqu'il y a aussi des bombardements en Syrie, le Hezbollah tient toujours. C'est-à-dire qu'il a été décapité, si j'ose dire, avec des bombes dont on dit qu'elles auraient pu être à l'uranium appauvri pour détruire l'état-major, la salle de commandement où se trouvait l'essentiel des dirigeants du Hezbollah, mais au sol, la pénétration du territoire libanais se révèle extrêmement compliquée pour l'armée israélienne. Alors, l'une des hypothèses, c'est qu'effectivement, les Israéliens ont réussi à toucher une partie du commandement militaire, malgré tout, du Hezbollah, qui est celui qui avait fait la guerre de Syrie, donc il y a une dizaine d'années.
et que c'est ceux-là qu'ils auraient visés, mais on dit, par exemple, Elia Manier, qui est un bon analyste, dit il y a une nouvelle génération qui s'est forgée au combat, y compris à Gaza d'ailleurs, c'est-à-dire n'excluant pas le fait qu'il y ait eu des combattants du Hezbollah pour assister le Hamas et les autres à Gaza, et donc ce sont ceux-là en fait qui sont maintenant aux commandes, et ils ont une expérience toute récente du combat, c'est pas simplement des vétérans d'une guerre d'il y a 10 ans. Voilà. Là encore, nous essayons de donner à ceux qui nous écoutent une information précise avec des sources croisées. Il y a beaucoup d'hypothèses. Disons qu'il y a une tendance de fond, c'est qu'il y a toujours un appareil combattant du Hezbollah, malgré la décimation de la direction. Alors, dans ce contexte militaire dont on sent qu'il est tendu, moi je voulais qu'on parle de l'autre guerre d'Israël, qui est la guerre hybride qui est menée sur notre sol pour nous influencer, pour nous tenir, pour nous abreuver de propagande. Thierry Meyssan a cette expression que j'aime bien, la guerre cognitive. Et donc c'est le journal Libération qui n'est pas le plus antisémite qui existe. Qui est le journal Libération, l'an dernier, avait sorti un excellent papier sur les millions que Netanyahou déversait sur les réseaux sociaux en France pour défendre la position israélienne. On en a vu un exemple ce week-end de cet affrontement idéologique, cet affrontement notamment sur l'information, puisque Emmanuel Macron a appelé, ça a fait notamment hurler le Figaro, a appelé à un embargo sur les armes que Israël utilise pour frapper Gaza. La réaction de Netanyahou a été extrêmement virulente. Et une partie de l'état-major du parti présidentiel, mais pas que, Michel Barnier lui aussi, tous ces gens-là ont pris position pour défendre la position israélienne contre le président de la République. Alors ça ne manquait pas d'étonnement quand même de voir une députée marcheuse, alors on ne les appelle plus comme ça, je crois EPR maintenant, de voir une députée EPR, donc du parti présidentiel, qui est Caroline Yadan, qui est députée de la circonscription des Français de l'étranger pour notamment Israël, qui ne cache pas son appartenance à la religion juive, et qui dit je suis scandalisé par les propos du président de la République. Ça veut dire qu'au sein même du parti présidentiel, il y a des relais extrêmement puissants actionnés par Israël, pour peut-être même très spontanément d'ailleurs, pour défendre l'extrême, pour défendre la position suprémaciste, c'est-à-dire il faut massacrer les populations civiles à Gaza, et la France doit le faire avec l'argent du contribuable. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette guerre qui est menée sur notre sol, cette guerre de l'information, cette guerre de la communication, qui est menée vraiment avec beaucoup d'intimidation, puisqu'on connaît l'argument, c'est si vous ne nous soutenez pas, vous êtes antisémite. Est-ce que tu penses que cette guerre a une efficacité, Édouard, et que, au fond, les Français en sont dupes? Alors, premièrement, Emmanuel Macron est un peu responsable de ce qui lui arrive, dans le sens qu'à force de dire tout et son contraire, c'est ça, en même temps, c'est tout et son contraire. L'article du Figaro disait très bien, Emmanuel Macron n'était pas cortiqué sur le sujet, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune idée sur le conflit israélo-palestinien avant le conflit israélo-palestinien. C'est pas gentil, effectivement, mais ça montre bien sa perte d'autorité. Alors, ce que j'ai trouvé saisissant, c'est qu'effectivement, le président de la République intervient dans son domaine réservé, et alors là, tout le monde s'exprime, surtout pour dire il a tort. On a un sujet quand même qui est celui de la désobéissance de l'appareil d'État une fois que le président a parlé. Parce que souvent on parle de... Ça revient, je fais une petite parenthèse, notre sujet de l'État profond. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est que l'État profond? C'est une désobéissance des hauts fonctionnaires et des principaux responsables politiques à des ordres donnés par le chef. Alors, aux États-Unis, c'est devenu structurel à cause de la puissance des services de renseignement et d'un centre de lobby. Mais en France, on pouvait se dire il y avait malgré tout une chaîne de commandement. Là, on voit que ça, c'est fini. Alors, effectivement, c'est tout à fait choquant. Et on voit bien que la majorité de l'establishment est aujourd'hui acquise à l'idée que la guerre que mène Israël est légitime. D'ailleurs, je crois que Michel Barnier a dit qu'Israël était en situation de légitime défense. Bon, donc ça en dit long.
quand même, il faut se rappeler ce qui se disait en France dans les années 70, 80, où justement on reprochait souvent à la majorité, au mainstream, au journal Le Monde, d'être un peu trop favorable au point de vue palestinien. Donc on a un retournement complet en 40 ans. C'est impressionnant. Hein. Je note que Le Monde fait, sous la plume de Filiu, des papiers plus mesurés sur la question palestinienne. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Il reste d'abord un fonds en France qui effectivement, dans l'establishment, on voit bien, si on compare à la guerre d'Ukraine, où là, c'est à 98% pro-ukrainien, de manière outrancière, là, on voit bien qu'il y a une résistance d'un noyau, parce que le conflit du Proche-Orient, souvent, on le connaît mieux, d'abord, et puis, il y a quand même suffisamment de liens humains, il y a les liens avec le Liban, il y a il y a la vieille politique arabe de la France, il y a un réseau diplomatique, il y a l'influence de quelqu'un comme Dominique de Villepin, etc. Tout ça pèse. Bon, il n'empêche que, comme tu le disais, l'effort qui est mis est considérable. La France est l'une des cibles. Hein, c'est comme les États-Unis, comme d'autres pays. Il y a des millions de dollars qui sont investis avec effectivement des services du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture israélien pour financer des associations, des groupes qui soit vont sur les réseaux sociaux, soit font du lobbying. Alors, est-ce que ce travail perd de son efficacité? Parce qu'il a été très efficace. Hein. Est-ce qu'il perd de son efficacité? D'abord, il y a la résistance de l'opinion française, qui, je crois... C'est un peu inattendu, même si elle est sourde, passive, à bas bruit. Ce sondage qui indique que 40% des Français ne prennent pas parti. Et je crois qu'il y a une forte proportion de gens qui prennent parti pour la Palestine. Donc ça signifie qu'au fond, il y a quand même dans l'opinion quelque chose qui ne se satisfait pas de voir des femmes et des enfants massacrés quotidiennement par des bombes. Oui, puis l'expérience quotidienne, la population française aujourd'hui de facto est très mélangée. Il y a entre les gens d'origine nord-africaine, ce qu'on appelle affreusement les Français de souche, etc. Tout ça fait que on parle, on échange, on ne sait pas forcément, on est matraqué par les grandes chaînes de télévision, mais enfin, on voit quand même suffisamment des images assez horribles. Il y en a un peu qui passent, disons. Alors, moi je pense qu'il y a quand même un phénomène supplémentaire, c'est qu'autant à Paris, il y a en effet une inféodation totalement aveugle, très majoritaire à l'atlantisme, autant en province, il y a des souvenirs. Je pense que ceux qui se souviennent des bombardements de Caen, du Havre, des bombardements de civils par les anglo-saxons, il y a un vieux fond qui c'est quand même pas complètement satisfaisant de se trouver sous les bombes. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Allemagne, ça marche moins bien. Alors, en Allemagne, il y a une minorité qui est très militante, qui se fait régulièrement taper dessus lors de manifestations. C'est impressionnant, hein, la manière dont la police allemande matraque les manifestants à Berlin ou ailleurs. Il y a un sujet effectivement qui est lié à la culpabilité allemande à cause de la Shoah, avec un gouvernement allemand qui a dit que ça faisait partie de la raison d'État. Je pense que effectivement, c'est ce qui explique le débat. C'est aussi parce que paradoxalement, je veux dire, on dit toujours du mal de la France, de capacité d'intégration, mais il y a les débats politiques, puis il y a la réalité. Il y a beaucoup plus d'échanges entre les communautés en France qu'en Allemagne, où la communauté turque vit beaucoup refermée sur elle-même. Il y a une communauté syrienne, mais qui a du mal à s'intégrer, enfin depuis les migrations du milieu des années 2010, et tout ça fait qu'il n'y a pas le même débat public. Alors, sur ces sujets, je vais te prendre à froid. Ouais. Mais il y a quand même deux questions qui me tiennent à cœur et que je voudrais... C'est vrai, en plus, hein, je ne connais pas les questions. J'ai pas préparé. J'ai pas préparé, donc ça va venir du fond du cœur. Moi j'ai été frappé à l'issue de la dernière vidéo qu'on a faite, le dernier débat qu'on a fait avec Thierry Messant, sur le fait qu'il y avait peut-être un retournement d'alliance de l'Iran, que peut-être l'Iran avait lâché le Hezbollah, ou avait aidé Israël à éliminer Nasrallah. Je simplifie à outrance,
Mais c'est un peu dit, je vous le redis, vous pouvez retrouver ce débat en bonne qualité sonore sur podcast. Vous avez l'adresse, le smart player du podcast dans l'article qui encadre dans les colonnes du Courrier des Stratèges cette vidéo. J'ai vu beaucoup de commentaires disant « Ah, Thierry Messant, c'est la 5e colonne. En fait, il est payé par les sionistes pour raconter ça, etc. » Et je vois bien qu'il y a des questions sur le sujet et sur ce qu'on dit nous-mêmes, puisque nous, ça fait 1 an qu'on a une ligne à rebrousse-poil sur la question israélienne. Est-ce que, Édouard, je voulais quand même que tu nous parles des pressions que nous avons subies, que nous subissons ou que nous pouvons subir sur la question israélienne. Est-ce qu'on a subi beaucoup de pressions ? On a des messages hostiles, on a des commentaires qui arrivent en dessous des articles du Courrier des Stratèges, on a des messages hostiles sur les réseaux sociaux. J'ai lu quelque chose sur mon effondrement intellectuel, donc je te préviens. Hein, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il a des bâtons derrière pour le tenir. C'est pas le premier effondrement intellectuel, donc j'ai dû partir de très haut parce que. Mais est-ce que des gens t'appellent pour te dire faut pas parler de ça ? Alors moi j'ai pas eu ça directement, mais je remarque en revanche que j'ai été d'abord beaucoup trollé dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, puisque j'ai refusé d'adhérer à la vision dominante et au récit imposé. J'ai montré que c'était complexe, j'avais aucun mérite, je lisais la presse israélienne. Alors quelqu'un m'a interpellé en disant « Oui, mais vous lisez pas l'hébreu ». J'ai dit mais il se trouve que si, mais même j'ai même pas besoin de lire l'hébreu, je vais lire l'anglais. Puis vous savez, il y a même des versions françaises des journaux israéliens, donc c'est facile de s'informer. Et on a vu que en Israël même, on reconnaissait qu'il y avait eu la directive Hannibal, qui consiste à dire que on tue des gens plutôt que de les laisser partir en otage, etc. Donc tout ça. Et alors là, j'ai été d'abord très agressé, et puis ensuite silence. Alors pour l'instant, je suis pas shadowbanné, mais ça viendra peut-être. Hein. Bon, parce que moi, je voudrais quand même préciser que je reçois des pressions. Voilà. Alors amicales, parce que tout ça se fait entre gens de bonne compagnie, mais dans les dîners parisiens où parfois je suis invité, les gens viennent me parler discrètement. Je t'ai parlé non pas d'un dîner, mais d'un déjeuner, par exemple, où une des figures du mouvement conservateur en France m'a pris à part pour me dire il ne faut pas parler d'Israël. Et alors, c'est dit amicalement, il n'y a pas de haine, tout ça est dit avec le sourire, c'est un conseil entre amis. J'ai eu des pressions effectivement régulières, amicales, là aussi, c'est pas tu ne devrais pas faire ci, sinon il va t'arriver ça, c'est tu sais, pour ta crédibilité, s'il vaut mieux faire comme ça, tu sais, je serai toi, je ne parlerai pas de ça. Voilà. Je le reçois de gens qui souvent appartiennent plutôt à la sphère souverainiste. Et donc je suis étonné de voir qu'un certain nombre de gens qui se déclarent plutôt dans la sphère souverainiste peuvent exercer des pressions amicales. Et généralement, tu vois qui je fais allusion, généralement on peut un peu flécher d'ailleurs les raisons pour lesquelles ils sont sensibles. Bon, et j'ai été étonné parce que je vois depuis plusieurs semaines se mettre en place un processus de conseil amical, de petits mots, toujours d'ailleurs de ces sphères prétendument souverainistes ou résistantes, disant oui, mais non, mais tout ça, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Est-ce qu'il y a, Édouard, de ton point de vue, dans les sommes, les millions que Netanyahou peut mettre pour influencer les réseaux sociaux en France, est-ce qu'il y a de l'argent qui va à une ou à des 5e colonnes chargées dans nos rangs de nous dire « Ah, c'est bien ce que vous faites, mais mais vous devriez… » Est-ce qu'à ton avis, ça existe ? Alors, premièrement, il y a ce que j'appellerais l'atlantisme de droite, proche du Parti républicain, avec un certain nombre de nos amis souverainistes qui ont été trop contents d'établir des contacts
avec, on va dire, le Trumpisme et les réseaux de Trump. On se rappelle de la réunion organisée par Yaloz avec des représentants du camp souverainiste. Certains, on avait été surpris de voir qu'ils étaient allés à l'invitation. Bon, mais ça... Alors, ils se sont défendus de toute influence, mais en reprenant des déclarations de ceux qui étaient invités, y compris ceux qui ont dit « mais jamais », je m'aperçois quand même que... il y a eu des influences. Oui, et puis, encore une fois, avant le 7 octobre, bon, ça pouvait faire partie des fréquentations. Après le 7 octobre, ça n'a pas le même sens. Et alors, par ailleurs, il y a effectivement, je pense, une offensive qui est faite spécifiquement dans les milieux souverainistes français en leur disant, vous voyez bien qu'Israël, c'est une nation qui se défend, qui se bat, etc. Alors que, j'ai fait un message sur X là-dessus, c'est le contraire. Je veux dire, Israël aurait dû arrêter la guerre depuis longtemps et négocier comme une nation indépendante doit le faire quand elle est en position d'équilibre et non pas de force, si elle n'avait pas eu le soutien américain. Ce sont des bombes américaines qui ont tué Nasrallah. Ce sont des bombes américaines qui tuent les civils gazaouis. On précisera d'ailleurs que dans les bombardements actuels de Beyrouth, certains sont lancés depuis des navires de guerre américains. Voilà, et donc la grande illusion de beaucoup de nos amis souverainistes, c'est de croire qu'Israël est une nation indépendante. C'est une nation qui ne vit et qui ne mène sa politique de guerre que parce qu'elle a le soutien américain. Personnellement, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer sur Twitter et j'ai eu beaucoup de messages de remerciements. Personnellement, je pense que la réalité je dirais, du sentiment national, de la défense des nations et comment finalement la nation est opprimée chez nous, ça se voit dans le fait que les Palestiniens qui veulent exister comme peuple et comme nation sont écrasés. Et donc moi, si j'étais souverainiste, je me dirais... Tu n'es pas souverainiste ? Non, parce que le souverainisme, c'est un mot québécois et ça ne veut pas aller jusqu'au bout de l'indépendance nationale. Donc si je suis quelque chose, je suis gaulliste ou gaullien, je ne sais pas. Mais en tout cas, je disais un peu ironiquement si j'étais souverainiste, puisque je crois à l'indépendance de la France, je me fais du souci pour l'indépendance de la France, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je vois comme les nations en général sont écrasées et la figure de cet écrasement étant le peuple palestinien. Bon, alors il se trouve quand même, je vais jusqu'au bout de ma pensée, parce que, voilà, quand même, depuis quelques semaines, quelques séances, on a beaucoup, moi en tout cas je le fais, j'apporte beaucoup de nuances sur la personnalité de Trump, non pas sur le bonhomme Trump en lui-même, mais sur le fait que sa victoire profiterait à la France et aux Européens. Et j'ai beaucoup de souverainistes en France se disent Trump est notre porte-drapeau, notre soutien, moi j'ai la conviction que c'est beaucoup plus compliqué que ça, on l'a dit la semaine dernière. Trump n'hésitera pas à faire une guerre commerciale ouverte, notamment contre l'économie française. Et je pense que pour les Français ordinaires qui soutiennent Trump en se disant c'est notre héros, ils ne mesurent pas forcément que Trump n'aura pas la reconnaissance du cœur et n'hésitera pas à appauvrir ceux qui, en France, le soutiennent, enfin, en toute bonne foi. Et je note quand même qu'à l'approche des élections américaines, le fait que j'ai cette position, qui n'est pas du tout pro-Kamala Harris par ailleurs, le fait que j'ai cette position me vaut, et tu l'as peut-être pas senti toi, mais me vaut des premières menaces. Et donc, moi j'ai quand même le sentiment, alors des menaces qui passent par la bande d'arrêt d'urgence, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui il y a une ou des cinquièmes colonnes qui défendent très fortement la vision trumpienne du Proche-Orient. Et je suis frappé de voir que certains qui se présentent comme des résistants, des alternatives, nous disent « Ah, il faut défendre la paix dans le monde ». Alors, tu te souviens, à l'époque, moi quand j'étais petit, je lisais Jean-François Revel, et qui expliquait bien que le pacifisme, ça servait à justifier plein de choses. Moi, je peux que dire, faites attention à ceux qui vous disent il faut défendre la paix. Il faut défendre la paix en Israël et au Liban. Alors, on est tous pour la paix. Voilà. La question, c'est à quel prix ?
et qu'est-ce qu'on lâche pour avoir la paix. Et moi, j'ai bien l'impression quand même qu'il y a cette logique qui va consister à dire, à un moment donné, bon, il faut la paix, et donc on accepte tout à tout prix. Alors, je constate que la presse anglo-saxonne commence à dire l'Ukraine devra accepter des concessions territoriales pour avoir la paix, mais on le redit, on l'a dit la semaine dernière déjà, quand on a parlé de l'ordre nouveau. De mon point de vue, dans le grand deal qui est en train de se faire plutôt pro-trumpiste, on va lâcher, les États-Unis vont lâcher l'Ukraine en disant bon, il faut accepter des concessions, mais ils ne lâcheront rien sur l'ordre nouveau au Proche-Orient. Et voilà, moi je dis faites attention à ceux qui se présentent comme des grands défenseurs de la souveraineté, le peuple doit reprendre le pouvoir. La question c'est à quel prix et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, moi, je suis frappé de voir que les critiques qu'on peut faire de Trump et de la ligne Trump, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que ça ne plaît pas. Non, mais on peut souhaiter que pour le peuple américain que Trump soit élu, parce que l'équipe Biden-Kamala Harris, c'est quand même une équipe d'une corruption effectivement insupportable. Et je me mets à la place des Américains, je souhaiterais que Trump soit élu. Et je souhaite plutôt du bien au peuple américain, donc je souhaite que Trump soit élu. Mais pour autant, ça va pas être drôle pour les Européens, pas drôle pour les Français, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et ceci d'autant plus que si c'est lui qui est élu en 2024, il trouvera une situation internationale beaucoup plus difficile qu'en 2016 et il trouvera une situation américaine beaucoup plus dégradée, en particulier un dollar fragilisé. Il va falloir qu'on parle de ce qui peut se passer au sommet des BRICS lors d'une prochaine édition, mais en tout cas, on voit bien que le dollar est plus fragile qu'il n'était il y a 8 ans, indéniablement. Et donc Trump va être d'autant plus intransigeant, et comme il a peu de respect pour les Européens qui soit l'ont insulté, soit se sont couchés, eh bien, je pense qu'il sera particulièrement dur avec les Européens. Il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Sachant qu'on peut quand même dire qu'on fera un petit truc particulier pour les élections américaines, par ailleurs, début novembre. Sur le fond, puisque nous avons annoncé la question, devrons-nous mourir pour Tel Aviv? Édouard, toi, tu vois, je te prends à froid. Toi qui as des enfants, au fond, en âge d'être mobilisés, des fils en âge d'être mobilisés. Oui, bien sûr. On t'annonce qu'ils sont mobilisés, on t'annonce qu'il y a un embrasement au Proche-Orient à cause de la folie de Netanyahou, qu'on nous présente en Occident comme une légitime défense. Et je lisais dans Le Point, qui est vraiment la feuille de chou de propagande pro-américaine, vraiment la plus fanatique. Je lisais, je ne sais plus qui disait une interview de l'ambassadeur d'Israël, je crois que c'était dans Le Point, sur l'Iran menace directement la survie d'Israël. Je lis tous les jours les titres du JDD racheté par Bolloré, dont on connaît les liens avec le sionisme. La position du JDD caricaturale, quoi. C'est les Arabes sont une menace en France et tous les faits divers qu'on peut trouver collés en arabe, on les met en une. Et par ailleurs, Israël résiste héroïquement à la menace arabe. Je veux dire que c'est une caricature. Donc, on t'annonce que grâce à la propagande de tous ces gens-là, tes enfants sont mobilisés pour aller combattre parce que, au fond, par exemple, Macron décide d'envoyer des troupes au Liban. Il avait proposé, on le rappelle, une coalition internationale contre le Hamas. Tes enfants sont mobilisés. Comment tu réagis ? Je considère que c'est une mauvaise guerre, c'est une mobilisation pour une mauvaise cause. Donc évidemment, je réagirai en père de famille, je ferai en sorte d'éviter autant que possible leur mobilisation. S'ils doivent l'être, d'abord je leur fais confiance pour être affûtés intellectuellement et savoir que c'est pas une bonne cause. Ça peut aider, ça peut permettre de se protéger. Qu'est-ce que, selon toi, pour que ce soit clair pour tout le monde, puis en même temps je sais qu'on donne des arguments aux gens pour réagir dans les débats qu'ils ont en famille, par exemple, la cause en question, la mauvaise cause que tu dis, c'est quelle cause au juste que tu vises ? Le fait d'aller soutenir de facto le gouvernement Netanyahou
ou tout gouvernement israélien qui pourrait le remplacer, mais en continuant finalement à vouloir écraser le peuple palestinien, à essayer de se débarrasser de la question palestinienne. Pour moi, c'est une très mauvaise cause, et je dirais que si un de mes fils me demandait en revanche s'il peut s'engager humanitairement, volontairement au Liban ou autre, je lui dirais c'est bien, c'est une bonne cause, je vais être très inquiet pour toi. Mais en revanche, bravo de faire ça. Et d'ailleurs, je pense que mes fils sont pas loin d'imaginer de pouvoir s'engager un jour pour un service social, pour quelque chose, ou de faire des choses là où ils sont pour aider la cause des Libanais et des Palestiniens. Alors, j'en lisais les chiffres ce matin. En fait, désormais, dans l'entité démographique Israël plus territoire occupé, la population juive est minoritaire à 48%. Est-ce que Israël peut raisonnablement imaginer son avenir avec un État hébreu, comme il s'appelle officiellement, donc un État favorisant de fait les personnes de confession juive, et un État ou un non-État pour les autres, mais supposons qu'il y ait un État palestinien, est-ce que démographiquement, les Israéliens peuvent envisager la survie de leur État sereinement face à cette situation démographique? Alors c'est un problème, une question que les Israéliens se posent depuis longtemps. La majorité de l'appareil d'État, de la classe politique, a décidé qu'il fallait d'autant plus frapper. Et d'ailleurs, l'idée d'expulser les Palestiniens, d'essayer de les faire partir, ça relève de ça. On aurait pu imaginer effectivement une position raisonnable, consistant à dire on a plutôt intérêt à se replier, comme la communauté internationale nous le demande, dans les frontières dites de 67, donc d'avant la guerre des 6 jours, parce que là nous restons majoritaires. Et par ailleurs, il y a des parties de la population israélienne qui sont démographiquement dynamiques. Donc effectivement, il y a quelque chose de terrifiant, et de ce point de vue-là, je me mets à la place des Israéliens, d'avoir choisi une stratégie qui est de moins en moins efficace, et qui rend précaire l'avenir. Alors, il y a le facteur démographique, mais moi je crois qu'on oublie toujours un autre facteur, qui est l'homogénéisation éducative. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, de fait, la population israélienne était plus développée, mieux éduquée que la population palestinienne en moyenne, en tout cas si on regardait le niveau éducatif, si on regardait l'accès à l'université. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'ailleurs, il y a quelque chose d'atroce à Gaza, c'est le nombre d'universités qui ont été rasées par l'aviation israélienne. Et je pense que c'est quelque chose avec quoi les Israéliens n'avaient pas compté, c'est la montée du niveau éducatif dans leur environnement. Donc ils ont des adversaires qui, en face d'eux, stratégiquement, sont toujours plus performants. Et tout devrait pousser Israël à traiter et à négocier. Mais aujourd'hui, on est allé très loin et on a créé des plaies telles qu'on peut se demander si une réconciliation est encore possible. Est-ce que je peux poser une question provocatrice? Tu fais que ça depuis tout à l'heure. Quand même, moi, je suis comme toi, je suis allé moins que toi en Palestine, en Terre Sainte, en Israël. Moi, ce qui m'a frappé quand même à Jérusalem, une des nombreuses choses qui m'a frappé, c'est quand même ces espèces de grands blonds aux yeux bleus que tu croises dans les rues de Jérusalem, notamment les rues commerçantes. Ces grands blonds aux yeux bleus qui parlent américain, donc qui ne parlent pas hébreu, avec un pistolet mitrailleur à la main, et qui vont faire la fête. Et je me dis, mais quand même, le gars, je serai toujours, puisque c'est un dolicocéphale comme moi, donc voilà, ça coulait pas de source qu'il était ashkénaze. Quand même, ces gens qui arrivent, ces Américains de Brooklyn ou d'ailleurs, mais qui viennent des États-Unis avec un pistolet mitrailleur en disant c'est la terre de mes ancêtres, comment on peut prouver que c'est la terre de leurs ancêtres?
Parce que c'est ça qui enracine le droit des Israéliens. On voit qu'il y a une très faible... Il y a pratiquement pas d'Israéliens d'Israël. Ils viennent majoritairement de l'étranger. Et les mecs qui arrivent, comment on sait que leurs ancêtres vivaient là il y a 2000 ans? Non, mais il y a une pensée ethnicisante qui est ridicule. Je veux dire, si le peuple juif est une réalité, c'est une réalité culturelle, c'est une réalité religieuse, avec une transmission effectivement par la mère de l'appartenance à la communauté juive. Mais on sait très bien, d'abord il y a eu à plusieurs reprises dans l'histoire des mouvements d'absorption, voire de conversion, et ensuite on sait très bien qu'il y a eu aussi souvent un mélange avec les populations environnantes de la diaspora. C'est ce que l'historien israélien Shlomo Sand a montré, et quand il a provoqué un débat et la fureur de certains en Israël, en montrant qu'en fait les Romains en 70 déportent les élites, mais ils laissent la population, et qu'aujourd'hui les descendants des Juifs de l'époque, ce sont les Palestiniens aujourd'hui. Donc ce sont les Palestiniens, musulmans ou chrétiens. Effectivement, et je pense que là on est devant le paradoxe d'une pensée ethnocentrée qui est complètement construite et qui aboutit aux absurdités que tu indiquais. Mais moi, ce qui me frappe, et on va terminer là-dessus, mais parce que là je sais que je suis déjà bon pour la correctionnelle 15 fois, mais ce qui me frappe quand même, Édouard, c'est que ceux qui aujourd'hui se sont, je vais le dire avec mes mots, et pour que tu réagisses vivement, pour moi, la théorie de c'est la terre de nos ancêtres, c'est une mythologie à la Roland Barthes, c'est-à-dire qu'on a inventé une histoire, un narratif, on dirait aujourd'hui. Voilà. Peut-être même que de mon point de vue, le sionisme a été le premier narratif moderne ou contemporain. L'idée qu'on va refaire une histoire. Ah, il y a 2000 ans, on aurait fait autrement, ça se passerait. Et on va refaire comme s'il y a 2000 ans, ça s'était passé autrement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que cette mythologie très religieuse de c'est la terre de nos ancêtres, l'an prochain, Jérusalem, etc., au fond, elle ait été portée par des gens qui se sont majoritairement, je pense aux Ashkénazes européens, qui se sont majoritairement, très souvent, déclarés athées ou très laïcs ou très anti-religieux. Et tu connais comme moi beaucoup de fonds de juifs ashkénazes qui disent « Ah mais moi je ne crois pas à tous ces trucs, moi qui vis à Belleville, je crois forcément pas que des séfarades, aussi des ashkénazes, je ne crois pas à tous ces trucs, je ne connais pas l'histoire de Moïse, etc. Bon, mais je suis juif et Israël est la terre de mes ancêtres. » C'est quand même bizarre cette ambiguïté, ce paradoxe qui est que le principal mythe religieux contemporain, à savoir que Israël, on va recréer un État qui existait il y a 2000 ans sur des bases religieuses, ait été porté par des laïcs, des anti-religieux, des agnostiques parfois, des athées. Alors, premièrement, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que beaucoup de juifs religieux dans le monde ne sont pas de grands amis du sionisme. Ça, il faut toujours s'en souvenir. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Pour une raison que, par exemple, nous avait expliqué Youssef Indy dans une vidéo, c'est que le judaïsme orthodoxe traditionnel dit qu'on ne retournera en terre d'Israël que lorsque le Messie sera venu. Le sionisme dit le contraire. Il faut y aller pour faire venir le Messie. Donc on voit bien, c'est comme le débat au sein du socialisme européen entre les volontaristes ou les léninistes disant il faut faire la révolution pour faire advenir le socialisme et les autres disant on attendra que le socialisme ait triomphé pour que la révolution ait lieu. Voilà. Sauf que Theodor Herzl, lorsqu'il forge le sionisme, dans la foulée du congrès de Berlin de 1885 qui se partage le monde entre les pays européens, Herzl, il ne parle pas du retour du Messie. Non, alors, il y a par ailleurs, donc il y a un sionisme religieux, et puis, mais ce qu'il a emporté, c'est d'abord un sionisme laïque. Moi, je fais comme tout le monde, hein, comme tous les historiens, je vois qu'il y a un basculement dans les années 70, où, y compris des sionistes laïcs, deviennent religieux, et où il y a cette espèce d'exaltation de plus en plus marquée qui va aujourd'hui jusqu'aux absurdités de ceux qui, dans l'entourage de Netanyahou, veulent reconstruire le troisième temple, ce qui est extrêmement dangereux, hein, parce que ce sont des projets réels. Et peut-être imminents.
Et voilà, avec l'idée de faire sauter les mosquées de l'esplanade, etc. Donc c'est à ça qu'on a affaire. Moi, je pense que le projet sioniste était un projet difficile, mettant en permanence sous tension la population concernée, et qui, à un moment où ces braves laïcards, socialistes, colons des kibbutzim, etc., il y a un moment où la tension est tellement forte pour eux qu'ils basculent dans quelque chose de religieux, parce que c'est trop lourd à porter. Être en guerre en permanence avec son environnement, et donc on a besoin, même si on n'y croit pas au départ, d'une transcendance. Et puis il y a cette quête d'identité, dans un monde de plus en plus individualiste, globalisé. Alors là, je pense à tous les Juifs qui vivent ailleurs, aux États-Unis, en France ou ailleurs, comme tu dis, souvent athées, mais ça a été pour eux une identité politique, religieuse et politique à la fois. Et tout ça fait qu'on a effectivement quelque chose aujourd'hui d'extrêmement explosif. Bon, en tout cas, il y a une éternelle ambiguïté, ce qui me frappe dans ce débat, et qui explique de mon point de vue vous êtes contre les positions israéliennes, donc vous êtes antisémite. Antisionisme égale antisémitisme. C'est qu'au fond, Israël se fonde sur cette ambiguïté permanente de est-ce que c'est une entité religieuse ou est-ce que c'est une entité ethnique. Et de temps en temps, on dit « Ah non, mais les Juifs, c'est une race au fond, quelque chose comme ça. Ah non, mais le judaïsme, c'est une culture, une confession, une religion. » Et en permanence, on ne sait pas à quel sens vouer. C'est-à-dire que, au fond, on a en permanence un changement de pied sur quand on attaque Israël, sur « Ah, vous n'aimez pas les Juifs ?» Ben non, c'est un État indépendant. « Ah oui, non, mais alors vous, c'est le sionisme que vous critiquez parce que vous n'aimez pas les Juifs. » Je pense que le judaïsme devrait clarifier la position, la nature d'Israël. Tu voulais que je te nuance, mais je crains de ne pas le faire. C'est terrible. On nous a raconté pendant 30 ans, 40 ans, en gros depuis la révolution iranienne, que le danger absolu, c'était l'islamisme. Moi, je constate, je vais dire les choses de manière modérée, que aujourd'hui, l'islamisme est devenu moins dangereux que ce sionisme religieux qui est au pouvoir à Tel Aviv et qui menace le Proche-Orient d'une explosion, éventuellement même avec une guerre nucléaire. Il faut dire les choses aujourd'hui. Bon, on finira en correctionnel tous les deux. Écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. On parlera des BRICS la semaine prochaine. Comme ça, ça me permettra de mettre les choses au clair. Et par ailleurs, donc, je voulais vous dire que moi, pour ma part, je vais un peu moins parler sur YouTube parce que je me consacre à un projet d'entreprise parallèle qui s'appelle Asphelia, qui est un projet d'aide gratuite aux citoyens, si j'ose dire, aux assurés sociaux pour vous aider à faire baisser le prix de votre complémentaire santé, sujet sur lequel on reviendra par ailleurs sur le courrier des stratèges, puisque la complémentaire santé fait beaucoup grogner les Français. Voilà, donc tu sais que je suis un fan d'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est la réalisation de l'homme. Et donc, je serai un tout petit peu moins présent, mais je continue, bien entendu, d'animer un certain nombre de choses. À très vite, à la semaine prochaine, mes amis.